Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter donc, le cas clinique choisi donc, pour ces journées pratiques qui porte sur l'urgence hypertensive. Donc, c'est un patient de 63 ans qui est admis tabagique chronique à 20 paquets années, diabétique depuis 10 ans sous insulinothérapie, qui a été donc, admis au service pour urgence hypertensive, consultant initialement aux urgences pour des céphalées intenses résistantes au traitement antalgique pendant 24 heures, associées et compliquées par la suite par une hémiplégie. On vous rajoute 2 minutes, mais essayez de parler un peu plus lentement. D'accord. Donc, c'est un patient qui a été admis aux urgences donc, pour des céphalées intenses résistantes au traitement antalgique et compliquées d'hémiplégie gauche, admis au service de cardiologie de Casablanca pour une urgence hypertensive à type d'AVC et de souffrance rénale. Donc, c'est un patient qui était très âgé au niveau des céphalées, qui présentait une hémiplégie gauche avec participation faciale, une diminution d'acuité visuelle, une dyspnée stade 2 du stade de NYHA. Il avait une pression artérielle à 270 sur 130 à droite, une pression artérielle à gauche à 280 sur 120, avec une fréquence cardiaque à 85 battements. Il avait une URS conservée, mais au LABSTIX, on retrouvait donc une protéinurie positive à 1 croix, une glucosurie à 2 croix. On avait à l'examen clinique un souffle carotidien droit, donc sans autre signe particulier associé, à part bien sûr donc, le déficit neurologique qu'il présentait. Donc le patient, initialement, on avait complété en urgence par une TDM cérébrale qui avait objectivé donc une large hypodensité pariétale droite avec un œdème cérébral exerçant un effet de masse sur le ventricule droit, une discrète atrophie corticale. À la radiothorax, on avait donc un aspect d'hypertrophie ventriculaire gauche avec un syndrome méticulonodulaire. Par ailleurs, donc, il avait à l'ECG aussi donc l'HBG électrique type systolique, donc avec des troubles de repolarisation. Le bilan biologique était sans particularité, mais on avait tout de même donc la souffrance rénale sur un DFG de 21 ml par minute et une créate à 31. Des troponines s'étaient révélées négatives. À l'écho, donc un aspect de cardiopathie hypertensive avec une FE à 56%, un OG dilaté donc à 27 cm². Donc initialement, on avait donc traité le patient par un loxène, un intraveineux 5 mg par heure en SAP avec les statines, l'aspirine, surveillance très stricte des chiffres tensionnels, une surveillance de l'état de conscience puisque c'était un patient qui était très algique au niveau donc des céphalées. On avait complété par un bilan de retentissement, donc à savoir l'écho rénal, le Doppler des artères rénales, le fond d'œil, le contrôle de la fonction rénale. Alors ce qui avait été donc démontré, donc les reins étaient de taille normale, mais on avait un index de résistance intrarénale qui était augmenté de manière diffuse en faveur d'une néphro-angiosclérose. On avait donc, on s'y attendait par rapport à la protéinurie de 24 heures qui était positive à 0,4 g avec une GRS de 1 litre, une hématurie à 9000 cellules, un fond d'œil qui avait objectivé un œdème papillaire stade 4 avec des signes de rétinopathie diabétique proliférative. Donc l'évolution après 24 heures de traitement, c'est un patient qui avait des chiffres tensionnels diminués, beaucoup moins algique, avec une récupération de la paralysie faciale, légère récupération, légère amélioration de l'acuité visuelle. On avait fait le relais du loxène comprimé. On avait effectué aussi un holter tensionnel pour statifier l'HTA, qui était donc une HTA systolique. Après un avis néphro, on avait ajouté un IEC avec surveillance étroite de la fonction rénale, puisque c'était un patient qui présentait donc une souffrance rénale très importante. La TDM cérébrale de contrôle AJ7 avait présenté une diminution de l'œdème périlésionnel avec une régression de l'hypodensité à droite, exerçant un discret un discret effet de masse. À l'écho-doppler des troncs supraortiques objectivés devant le souffle carotidien droit et qui avait objectivé une sténose non significative de l'artère carotide interne droite, estimée à 30%, sans amortissement du flux en aval. Le patient, l'évolution finale, c'était le patient a été mis sous bithérapie, IEC et inhibiteur calcique, les statines, l'aspirine. La tension artérielle s'était corrigée après 15 jours de traitement à 135 mm de mercure sur 185 avec une fréquence cardiaque à 65 battements. Il avait gardé tout de même une insuffisance rénale avec un DFG à 40, adressé en néphrologie pour l'extension du bilan par rapport à son néphro-angiosclérose. Ce que je voudrais discuter aujourd'hui, bien sûr, on va parler de prévention, mais avant tout, c'est l'urgence hypertensive dans ce cas-là qui prime. C'est l'élévation brutale et significative de la pression artérielle entraînant des symptômes cliniques qui reflètent la mauvaise tolérance des organes et engageant le pronostic vital. On a l'hypoperfusion cérébrale, l'ischémie myocardique et l'atteinte rénale. On compte 1,4 million de personnes qui sont atteintes d'HTA, dont 47% d'entre eux sont mal équilibrés. Par contre, l'état des lieux des urgences hypertensives, on a une prédominance masculine avec un pic
pic d'incidence de 40 à 50 ans, des patients qui sont hypertendus, mal équilibrés dans 72% des cas. 7% des patients hypertendus, ils présentent une urgence hypertensive avant l'introduction du traitement. 1 à 2%, c'est après la mise en route du traitement. 28% sont des patients qui sont en HTA sévère et on garde des taux de mortalité qui sont très élevés, à 79% à 1 an et 74% à 5 ans. Alors, la physiopathologie, c'est donc la même pour l'HTA, c'est le relargage des vasoconstricteurs huméraux qui entraîneront des lésions endothéliales, la perméabilité vasculaire, les nécroses fibrinoïdes, le relargage des médiateurs vasoactifs entraînant la dysfonction d'organes et l'atteinte rénale. On n'a pas forcément, donc, au niveau des motifs de consultation, une prédominance clinique pour objectiver l'urgence hypertensive. C'est donc des céphalées à 22%, la douleur thoracique dans 27%, une dyspnée à 22%, le déficit moteur ou l'agitation donc aussi. Alors, les facteurs de risque, selon une étude donc, de Sagooner en 2010, colligeant 90 patients concernant donc, les patients qui feront des crises hypertensives, ils avaient donc établi que donc, le sexe féminin, le haut grade d'obésité, donc les cardiopathies hypertensives, l'atteinte coronaire, l'antécédent d'AVC et l'augmentation du nombre d'antihypertenseurs ou la non-adhérence au traitement prévalent par rapport donc, à la crise hypertensive. On a une panoplie donc, de traitements par rapport à l'urgence et tout ça pour un seul objectif, c'est de réduire la pression artérielle en globalité de 20 à 25%, donc, pour éviter donc, une augmentation de la souffrance viscérale. Dans notre cas, le patient présentait donc 3 souffrances. Il avait donc un AVC ischémique, il avait une atteinte rénale et une rétinopathie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AVC ischémique, il prône la liste donc, de l'urgence hypertensive par 24% des cas, selon donc, des facteurs de risque modifiables ou non modifiables. Pour parler donc, de prévention, l'HTA est le responsable d'AVC ischémique fois 7, elle augmente donc, le risque à 7 fois la normale. Et donc, les AVC sont connus pour avoir donc, des coûts onéreux par rapport aux familles qui sont lourds en prise en charge avec des taux de séjour annuels qui sont donc, très augmentés. Et c'est ce qui a été démontré dans le dernier rapport donc, de 2009 en France. Alors, quels sont les facteurs influençant l'évolution d'un AVC? C'est la durée de l'occlusion artérielle, le site de l'occlusion artérielle, la circulation, la tolérance à l'ischémie selon le tissu considéré, et puis la variabilité individuelle et les facteurs génétiques. Alors, comment est-ce qu'on traite cette patient? Comment est-ce qu'on peut gérer l'hypertension artérielle au cours d'une insuffisance, au cours d'une urgence hypertensive? Donc, les recommandations ont été claires par rapport à ça. C'est des patients qui sont à haut risque donc, de cardiovasculaire, qui présentent des HTA donc, et une crise hypertensive. Donc, les statines et les antiagrégants plaquettaires sont fortement recommandés. Par contre, est-ce qu'on peut réduire donc, tout chiffre tensionnel chez un patient donc, ayant un AVC ischémique? Donc, c'est ce qui a été démontré dans l'étude donc, Effects of Immediate Blood Pressure Reduction. Donc, c'est une étude qui avait donc, colligé 2038 patients sous antihypertenseurs versus 2033 avec un objectif tensionnel de réduire la pression artérielle de 10 à 15% pour un objectif inférieur à 140 en systolique et 90 en diastolique au bout de 7 jours. Donc la réduction immédiate de la pression artérielle aurait peut-être réduit la mortalité et amélioré le risque majeur d'invalidité, mais ce qui a été démontré, c'est qu'il n'y avait pas d'effet significatif ni au niveau de la mortalité, ni au niveau de la récupération de l'handicap. Et c'est ce qui a été aussi appuyé aux dernières recommandations que dans les 2 premiers jours, le traitement n'est indiqué en urgence que si la pression artérielle est supérieure à 220 sur 120 mm de mercure. En cas de fibrinolyse, on traite si la pression artérielle systolique dépasse les 185 en systolique et 110 en diastolique. Alors, la réduction donc, des chiffres tensionnels dans notre cas était de 20 à 25%. Par rapport donc, à l'insuffisance rénale, par rapport à l'atteinte aussi donc, à l'atteinte rétinienne, on avait donc l'AVC ischémique aussi. Donc, par rapport donc, à l'association HTA et l'insuffisance rénale, l'un entretient l'autre. Donc, on avait donc, chez les patients, l'HTA sévère augmente le risque d'IRCT à 10 ou 20 fois la normale. Selon donc l'étude STATE, donc, qui est une étude observationnelle de 1556 patients colligés en 2007 à 2008, qui avait présenté les patients donc, en insuffisance rénale aiguë au cours de l'admission présentent un taux d'insuffisance cardiaque et d'arrêt cardiaque plus élevé, de mortalité plus élevé. Par contre, donc, les patients qui sont admis pour une insuffisance rénale chronique aussi présentent un taux significatif d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde sans décalage, d'insuffisance rénale aiguë. Les facteurs indépendants prédictifs du décès, c'est l'avancement en âge, le sexe masculin,
le degré d'insuffisance rénale à l'entrée dans l'étude. La deuxième étude, c'est une étude qui avait donc colligé les patients qui étaient donc atteints d'insuffisance rénale aiguë en urgence hypertensive, et on avait trouvé chez cette population-là donc une longue durée d'hospitalisation, un risque accru de réadmission et une mortalité élevée. Et donc, ce qui nous amène à parler de la prévention, puisque le patient avait tous les signes cliniques pour dire que donc qu'il était en hypertension artérielle, mais qui n'avait pas été diagnostiqué au préalable. Et donc, je rejoins donc l'étude prospective de UKPDS de 1418 patients, donc diabétiques et hypertendus en même temps, qui prônent donc le contrôle strict de la pression artérielle chez les patients hypertendus et diabétiques, qui réduirait donc sensiblement le coût des complications, qui augmenterait l'intervalle sans complications et la survie, et le bénéfice de coût et d'efficacité. Donc, l'HTA, ça reste que c'est un facteur de risque bien connu de l'AVC, et sans traitement au long cours, il réduirait de 30% le risque d'AVC. Donc, cette donnée de prévention est certaine, mais elle n'implique pas qu'il faille réduire d'urgence donc l'élévation aiguë de la pression artérielle automatiquement. Donc, j'insiste sur l'hygiène de vie, l'observance thérapeutique et le dépistage précoce d'HTA qui réduirait le risque de mortalité. Donc, merci. Merci. On vous a donné les 2 minutes, mais vous ne les avez pas utilisées vraiment. Ce n'était pas la peine parce que vous avez fait vite de toutes les façons. Bon, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais me permettre juste pour rafraîchir. Est-ce que c'est au moment où il a eu son AVC à la phase aiguë qu'il y avait ces chiffres, oui, ou c'est en phase aiguë? À l'admission, voilà. D'accord, merci. La parole est à l'assistance. Oui, Madame Mchioun. Elle a parlé de thrombolyse possible si la tension est supérieure à... Il n'y a pas une erreur de frappe à 185. Je me suis dit thrombolyse cérébrale, c'est ce que vous voulez dire. Et vous avez marqué pression artérielle au-delà de 185, vous faites la thrombolyse. J'ai pas compris. Non. Ouais. Non, la réduction de la pression artérielle est indiquée en cas de... lorsqu'on prévoit de faire une thrombolyse sur des chiffres qui sont supérieurs à 185. Je parle de réduction de pression artérielle. D'autres remarques, des questions? C'est juste concernant la baisse de 25%. Est-ce que vous avez tenu compte donc du 220 qu'il ne faut pas baisser plus? Non? Non, par rapport à ce patient, on était un peu limité par rapport à la rétinopathie, l'œdème papillaire et aussi l'insuffisance rénale du patient. Donc, on avait une petite balance bénéfice-risque pour le patient. Je crois qu'il y a une grande discussion sur ça, parce que qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le cerveau ou c'est la rétine? Parce que dans ces cas-là, on le sait, c'était pas plutôt le cerveau et la rétine, c'était plutôt le cerveau et le rein. Parce qu'il avait un DFG qui était très altéré, donc on avait une souffrance rénale très importante chez le patient, avec un DFG qui commençait donc à diminuer. Donc vous avez donné la priorité au rein? Oui, avec une très stricte surveillance de la fonction cérébrale du patient. Et d'ailleurs, après 7 jours de scanner, donc on avait une réduction de l'œdème cérébral, on avait une réduction aussi des lésions. Donc c'était... Bon, c'est discutable, bon, mais oui. on va expliquer.